Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'euro a explosé ces derniers temps. Parce que si vous suivez un peu les marchés, vous êtes sûrement pas sans savoir que l'euro a pris au quasi 200 pips en même pas une semaine, donc c'est énorme, 200 points. D'habitude, quand on observe ça, on a des gros rapports fondamentaux comme le rapport sur l'emploi ou le rapport sur l'inflation. Sauf que là, on n'avait pas vraiment eu de gros rapports économiques et pourtant, l'euro s'est envolé d'à peu près 200 points depuis mercredi ou jeudi plus ou moins de la semaine passée. Donc comme je sais que l'analyse fondamentale c'est quelque chose que vous aimez bien, enfin vous aimez bien quand je fais des vidéos où j'explique un peu, ça vous permet d'apprendre des choses et puis bah, moi ça me permet pardon, de transmettre mes connaissances. Eh ben, on va aller regarder ça aujourd'hui. Je vais essayer de pas trop rentrer dans des détails superflus et de vraiment me concentrer sur l'analyse fondamentale et les graphiques du coup parce que l'idée ça va vraiment être de comparer l'action des prix à ce qui s'est passé dans l'économie réelle et je vais essayer comment dire, de vous apprendre, bon j'aime pas utiliser ce mot parce que je n'ai selon moi rien à vous apprendre, mais je vais essayer un peu de vous montrer comment regarder les graphiques, mais uniquement avec un œil fondamental. Parce que le problème quand on ouvre les graphiques, c'est qu'on commence à faire des analyses techniques, à identifier des niveaux, des zones, etc. Mais je vais justement faire un truc tout bête, enfin dans juste 30 secondes, pour vraiment vous forcer à lire les graphiques, donc les courbes de prix, mais uniquement d'un point de vue fondamental. Bref, sans plus tarder, parce que du coup j'ai peut-être attisé votre curiosité maintenant, sans plus tarder on va aller sur les graphes, et vous allez voir que je vais vous demander de faire un tout petit truc. Donc, comme j'aime souvent le faire, je vous conseille vraiment de suivre en même temps que moi sur vos graphiques certaines choses, ou alors de ne pas hésiter à faire pause dans la vidéo pour aller voir sur les graphiques ce que j'explique et essayer de le comprendre par vous-même. Mais donc ici, la première chose que je vais vous demander de faire, on est sur l'euro-dollar, donc pour ceux qui se le demandent, on est sur l'euro-dollar, la première chose que je vais vous demander de faire, c'est de vous mettre sur un graphique en ligne. Alors, pourquoi je veux que vous fassiez ça? Parce qu'avec un graphique en ligne, c'est impossible d'analyser quoi que ce soit d'un point de vue technique. Alors, ok, il y a quelques trucs, à la limite la structure éventuellement, avec certains niveaux, mais à part ça, ça va être très difficile de faire une analyse technique sur un graphique en ligne, ce pourquoi je vous demande justement de mettre ce graphique en ligne. Ça va vraiment vous permettre pardon, d'avoir juste un œil sur les mouvements du prix, donc vraiment juste une ligne, tout simplement, sur où est-ce que le prix a été. Et comme ça, on va pouvoir décortiquer ensemble les différents mouvements importants qu'il y a eu sur les marchés, les événements économiques qu'il y a eu et l'impact que ça a eu sur les prix. Donc, je vous passe les détails comme ça, mais vous pouvez aller vous-même voir à quel moment il y a eu des annonces économiques importantes, mais je vais surligner donc en gris sur les graphiques les différentes zones que j'aimerais analyser avec vous. Donc d'abord ici, on a un premier mouvement important de prix, comme vous le voyez. Pardon. On a un second mouvement de prix ici, qui va être intéressant d'analyser. Pour déjà vous le dire, donc ici ça a été la publication du rapport sur l'emploi, ici ça a été la publication des données d'inflation, ici on avait, donc c'était jeudi 15, on avait la publication des retail sales, et ici, donc ce tout petit mouvement de prix là, donc vous allez me dire mais pourquoi analyser un aussi petit mouvement de prix? Est-ce que c'est vraiment important? Oui. Ici c'était la publication de l'IPP, donc l'indice des prix à la production, c'est un rapport parallèle au CPI, on l'appelle aussi le PPI en anglais, c'est un rapport parallèle au CPI qui mesure aussi des données par rapport à l'inflation dans l'économie US. Ici on a eu un grand mouvement de prix mais pas d'annonce économique en particulier, mais je vais quand même l'entourer parce que ça va être intéressant. Et alors ici on a eu deux rapports consécutifs, donc d'abord on a eu les PMI, donc pour le secteur manufacturier et des services, qui est publié par S&P Global de la zone euro. Enfin, en réalité, ce qui a vraiment provoqué cette impulsion à la hausse, ça a été le PMI français, mais par la suite, il a été suivi du PMI de l'Allemagne et de la zone euro. Mais globalement, on va dire pardon, les PMI européens. Et puis juste après, on a eu le PMI des États-Unis qui a refait partir le prix à la baisse. Ok, je vais juste me permettre de prendre mon breuvage. Ça va apaiser ma gorge. Bon, donc pour commencer par ce rapport-ci. Donc vous voyez que le prix a fortement chuté. Et j'aimerais en fait que quand vous analysiez les graphiques, vous compreniez véritablement l'implication fondamentale d'un mouvement de prix. Par exemple, ici on a eu un rapport important, donc c'est plus facile à voir maintenant qu'on a les cases grises. Et vous voyez par exemple que ce rapport-ci a pratiquement annulé la publication qu'on a eue ici avec l'inflation. Inversement, enfin non, dans la même idée, pardon, vous voyez aussi que
ici, malgré le fait qu'on n'ait pas eu de rapport, on a quand même cassé un précédent niveau de structure et on a complètement invalidé la chute du prix qu'on avait eu à la suite du rapport sur l'inflation. C'est aussi quelque chose qu'on va regarder ensemble et c'est intéressant de se demander, tiens, qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des investisseurs? Et puis finalement, on a eu ce rapport du coup d'activité en zone euro qui a à nouveau propulsé encore le prix vers de nouveaux plus hauts, mais qui n'a pas invalidé le dernier plus haut qu'on a eu avant celui-ci, qui était celui qui avait été formé juste avant l'application du rapport sur l'emploi. Donc ça aussi, ça nous donne des informations et des indications. Donc, je vais revenir en arrière. Pour commencer par le rapport sur la situation de l'emploi, je vais peut-être me mettre juste en grand pour vous faire un bref résumé de la situation économique aux États-Unis. Waouh, il y a énormément de soleil. Je sais pas si je devrais... Attendez, hein. Je sais pas si c'est mieux. Ouais, bon, je ferme un peu le rideau. J'espère que c'est mieux pour vous. Pour commencer par le rapport sur la situation de l'emploi, ou pour simplement vous donner une situation générale aux États-Unis, c'est que l'inflation était très élevée l'année passée, il y a encore 1 an et demi. L'inflation était très élevée aux États-Unis et la Fed, la Réserve fédérale américaine, voulait faire baisser cette inflation. Pourquoi? Parce qu'elle a un double mandat. Ce mandat, c'est la stabilité des prix, donc une inflation aux alentours de 2% dans l'économie, et le plein emploi. Ce qu'on appelle le plein emploi, c'est que toutes les personnes aptes à travailler travaillent. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0% de chômage, mais ça veut dire qu'on a un taux de chômage assez faible. Je vous l'ai dit très vite, tout ça. Si vous avez du mal à comprendre toutes ces informations-là, je vous invite à peut-être regarder d'autres vidéos d'analyse fondamentale sur ma chaîne. Vous le verrez dans les titres, souvent, je mentionne certains rapports ou certains trucs. Ici, comme je l'ai dit, je vais passer rapidement sur l'environnement macroéconomique global pour vraiment m'arrêter sur les rapports qui font bouger les prix. Donc ça, c'est pour le mandat de la Fed. Et actuellement, on a une activité relativement solide aux États-Unis. On a vu l'impression du PIB au dernier trimestre qui était de plus de 3%. On a aussi un marché du travail qui est très résilient, qui est très solide. Alors, il s'équilibre petit à petit, mais il y a quand même pour le moment une masse salariale très élevée. Aux États-Unis, un taux de chômage très faible et une croissance des salaires qui est assez forte. Donc, formulé simplement, le marché du travail est toujours chaud, il est toujours solide aux États-Unis, ce qui permet d'ailleurs à l'activité de se maintenir aux États-Unis, mais ça fait craindre aux décideurs de politique monétaire qu'il y ait des pressions salariales, une boucle salaire-prix, notamment à cause du secteur des services qui est particulièrement chaud, et ça rendrait plus difficile le travail de la Fed pour lutter contre l'inflation. Ça c'est pour l'activité, ça c'est pour l'emploi aussi. Au niveau de l'inflation, actuellement, donc on a l'indice des prix PCE qui est mesuré selon le rapport du PIB, donc c'est pas la même chose que le PCE qui est mesuré dans le rapport des dépenses personnelles de consommation. Pour le rapport PCE du PIB, donc le déflateur PCE du PIB. Celui-ci s'est établi à, je crois, 1,7% sur les 2 derniers trimestres, donc le T3 2023 et le T4 2023. Alors qu'est-ce que ça veut dire? 1,7% c'est en dessous de 2%. Donc ça veut dire globalement que théoriquement le travail de la Fed est terminé. Mais même si la Fed préfère la mesure PCE, donc Personal Consumption Expenditure, pour mesurer l'inflation, elle considère aussi les autres mesures de l'inflation, comme l'IPC, le déflateur du PIB, etc. Et quand on regarde l'IPC, on a une inflation qui tourne toujours autour de, je crois, 3%. Je vais juste vérifier. Attendez, comme ça je vous le montre en même temps, comme ça vous savez où chercher des données. Mais donc j'ai un site que j'utilise souvent et qui s'appelle Trading Economics, ici vous le voyez dans la barre de recherche, qui m'aide à, quand j'oublie un chiffre comme ça, à aller revérifier. Ici vous allez dans Main Indicators, vous voyez Inflation Rate, et je peux voir du coup pour les États-Unis, le dernier chiffre d'inflation en date, c'était 3,1% en rythme annuel. Et pour l'indice Core, donc qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, on était sur du 3,9%. Donc il faut être honnête, une économie dont l'inflation est toujours supérieure à 3%, c'est trop élevé compte tenu du mandat de la Fed qui est de ramener l'inflation à 2%. Donc le travail de la lutte contre l'inflation n'est pas terminé. Et en plus, si on regarde les discours récents des décideurs de politique monétaire, on avait, je crois, c'était Thomas Barkin, qui disait que les pressions inflationnistes étaient toujours élevées et qu'il fallait rester prudent et que la Fed voulait avoir plus confiance en le retour de l'inflation vers 2% avant d'envisager une baisse des taux. Mais donc voilà, on est avec cette économie US, cette économie américaine qui a un peu 3 têtes, l'emploi, l'activité et l'inflation. L'emploi qui est donc un marché du travail toujours solide, l'activité qui tourne à plein régime et l'inflation qui, même si elle ralentit, quand on regarde la tendance globale, est toujours élevée. Okay, donc ça c'est ce avec quoi la Fed doit composer pour le moment. Maintenant, pour en revenir au graphique, et je vais retourner là-dessus. Donc vous voyez que depuis, mais je ne vais pas expliquer tout ça, je vais vraiment m'attarder sur vraiment ce retournement qu'on a, donc pourquoi l'euro est en train vraiment de décoller, alors qu'on a eu un rapport sur l'emploi solide et des données d'inflation solide, mais globalement, dites-vous que depuis fin décembre, le prix chute complètement, donc l'euro a perdu plus de 3%, donc plus de 400 pips face au dollar. Pour la simple et bonne raison que les paris concernant les baisses de taux d'intérêt de la Fed ont été repoussés à plus tard dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les investisseurs anticipaient une politique accommodante de la part de la Réserve fédérale en mars, donc
Ça veut dire qu'en décembre, quand on était fin décembre, autour des fêtes de Noël, les investisseurs se disaient, compte tenu de l'économie, de la situation de l'économie américaine actuellement, je pense que la Réserve fédérale va commencer à assouplir sa politique monétaire, va commencer à réduire ses taux d'intérêt à partir du mois de mars. Ça, c'était la pensée dominante à ce moment-là sur les marchés. Et puis au fur et à mesure, avec des rapports qui sont sortis et tout un tas de données, de discours de politique monétaire, on a commencé à se rendre compte que en fait, l'économie américaine est plus solide que prévu, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt, avec un rapport sur un marché du travail solide, une activité solide. Tout le monde a été surpris d'ailleurs avec l'impression du PIB qui est sorti à près de 3% et plus, et une inflation qui est toujours élevée. Et on a d'ailleurs vu au mois précédent, donc, enfin ça a été publié ce mois-ci, mais c'est les données du mois de janvier, on a d'ailleurs vu que l'inflation a réaccéléré en janvier, donc c'est pas du tout bon pour la Fed qui veut ralentir l'inflation. Et donc toutes ces données-là, toutes ces choses ont fait se remettre en question les investisseurs qui ont commencé à se dire « Ah, peut-être qu'on va pas baisser les taux en mars, mais peut-être qu'on va les baisser en mai, ou peut-être même en juin. » Et actuellement, le consensus est pour une baisse des taux d'intérêt, et je vais vous le montrer, c'est important d'associer des images à ce que je dis. Donc ici, c'est un outil qui s'appelle le FedWatch Tool du CME Group, donc vous tapez FedWatch Tool, FedWatch ça s'écrit comme ceci, FedWatch Tool du CME Group sur Google, vous allez tomber sur ceci, et quand vous allez dans l'onglet probabilité, vous voyez en fait les probabilités actuelles du marché pour des baisses de taux d'intérêt. Et donc vous voyez qu'actuellement, alors c'est jamais à 100%, enfin parfois ça peut être à 100%, mais on regarde simplement entre la probabilité qu'il n'y ait aucun changement ou qu'il y ait un assouplissement de la politique monétaire, on regarde qui gagne, et ici vous voyez que par exemple là, que ce soit pour mars, donc le 20 mars ou le 1er mai, il y a une majorité d'investisseurs qui anticipent aucun changement dans la politique monétaire. Mais pour le mois de juin, on voit qu'il y a 65% des investisseurs qui anticipent un assouplissement de la politique monétaire. Donc c'est avec cet outil-là qu'on peut voir en temps réel quels sont les paris du marché concernant la trajectoire des taux d'intérêt. Mais donc ce que j'expliquais tantôt, donc ici, c'est qu'au début du mois de janvier, donc au début de l'année, donc fin décembre, début janvier, les paris ici étaient très élevés pour mars. Donc la majorité des investisseurs anticipaient un assouplissement de la politique monétaire. Et puis maintenant, donc en février tout simplement, les paris sont pour une baisse des taux en juin. Et donc c'est ce recul des anticipations. En gros, on anticipe plus tard dans l'année le moment où la Fed baissera ses taux, qui a provoqué cette baisse de l'euro. Mais bon, là n'est pas le sujet, mais c'est pour vous resituer globalement dans l'environnement macroéconomique. Maintenant, à plus court terme, donc on a eu le rapport sur l'emploi au début du mois. Rapport sur l'emploi très solide, si vous voulez que je vous le remontre. Je ne sais pas si j'ai accès à mes données ici. Ouais, je vais aller dans mon calendrier à moi au lieu d'aller sur Forex Factory. D'ailleurs, le lien, pas vers ce calendrier-ci, parce que c'est celui de janvier, mais celui du février est disponible dans la description, si jamais ça intéresse des gens de regarder un peu toutes les... Bon, soit c'est les mêmes données que sur Forex Factory, mais disons juste que je prends des notes pour chaque. Mais donc, vous voyez ici qu'on a le rapport sur l'emploi qui est... laissez-moi le trouver. Voilà, ici, le 2 février. Donc, qu'est-ce qu'on voit? 353 000 emplois créés, c'est énorme. Le consensus était de 180 000. Je crois que même les paris les plus... Allez, le consensus le plus élevé était dans les 250 000, mais jamais on se serait attendu à un chiffre aussi élevé. On a une révision à la hausse on est passé de 216 000 à 333 000, c'est énorme. 0,6% pour la croissance des salaires, qui a d'ailleurs poussé, il me semble, la croissance des salaires en rythme annuel à 4,5%, après 4,1% le mois précédent. Donc ça veut dire que la croissance des salaires a réaccéléré, donc c'est pas bon du tout pour l'inflation, parce que j'ai parlé tantôt des pressions inflationnistes liées au marché du travail, surtout au secteur des services, et s'il y a une boucle salaire-prix, on va pas réussir à ralentir l'inflation. Et puis un taux de chômage qui a à nouveau, enfin pas ralenti, il est resté à 3,7%, mais on s'attendait à une légère hausse à 3,8%. Pour vous donner encore une image, on va aller prendre le unemployment rate pour les États-Unis, et vous allez voir, si je me mets par exemple sur 10 ans, que c'est très bas. On est autour des 4%. Alors bon, là c'était le Covid, mais même de façon générale, quand vous regardez donc historiquement, depuis les débuts des années 2000, même moins que 4% de taux de chômage, c'est hyper bas. Donc on est dans cet environnement-là au niveau du marché du travail. Ce rapport-là, comme vous voyez, les données étaient en vert, elles ont explosé le consensus. Donc les données ont surpris à la hausse, forcément c'était baissier pour l'euro, ou formulé autrement, haussier pour le dollar. Le marché du travail est plus solide que prévu. L'activité va continuer à se maintenir, ça va conserver les pressions inflationnistes dans l'économie américaine et la Fed va devoir maintenir ses taux en territoire restrictif plus longtemps. C'est ce qu'on a observé ici, et d'ailleurs à ce moment-là, on a observé désolé, c'était mon téléphone, on a observé un accroissement des paris pour une baisse des taux au mois de juin. On a commencé à le considérer en tout cas. Puis le prix fait son chemin, boum, on a les données sur l'inflation, donc je vais aussi vous les montrer, donc ça c'est pas au mois de janvier, mais je dois aller sur le calendrier de février. Celui-ci est disponible dans la description, donc c'est celui dont je parlais tantôt. Donc on a eu les données sur l'inflation ici, le 13 février, et elles sont sorties
Donc tous les indicateurs, le CPI, le Core CPI, en rythme annuel, en rythme mensuel, toutes les données sont sorties supérieures aux attentes. On a eu certes un ralentissement de l'inflation, mais à 3,1% au lieu de 2,9%. On a eu l'inflation de base, donc celle qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, qui est restée à 3,9%, elle n'a pas ralenti. Mais surtout, ce qui embête, c'est ce chiffre-là, qui est du coup l'inflation sous-jacente, ou formulé autrement l'inflation de base, d'un mois sur l'autre, qui est resté qui s'est accéléré à 0,4%. Et pour vous donner une idée, parce que qu'est-ce qu'un bon chiffre, qu'est-ce qu'un mauvais chiffre, idéalement, pour que la Fed parvienne à ramener l'inflation vers sa cible de 2%, il faudrait que l'inflation sous-jacente, donc le Core CPI, évolue d'un mois sur l'autre, d'ailleurs ici il y a une mini-faute, évolue d'un mois sur l'autre à un rythme de 0,2%. C'est pas ce qu'on a, 0,4% c'est trop élevé, on avait 0,3% au mois précédent, bref, ça signale une inflation forte aux États-Unis ou ça signale des pressions inflationnistes toujours en cours aux États-Unis et donc la nécessité pour la Fed de maintenir sa politique restrictive. C'est ce qui explique la baisse de l'euro à nouveau ici. Maintenant, et c'est là où ça devient très intéressant, on va aborder le cœur de la vidéo qui est donc pourquoi l'euro, ces derniers temps, malgré les deux rapports que je viens de vous présenter, pourquoi l'euro explose, pourquoi l'euro a pris, si je devais le calculer, 150 pips et même un peu plus parce qu'en réalité, là, le prix ne prend pas les mèches. Vous voyez qu'on a une grosse mèche ici. Donc en réalité, le prix est remonté même jusqu'à 1,088, même un tout petit peu au-dessus. Donc 180 pips, pratiquement 200 pips en à peine une semaine, alors que on a eu pas beaucoup de rapports économiques importants. Mais bref. Premier rapport qu'on a eu et qui a changé un peu la donne, c'est les ventes au détail. Donc ça veut dire que sur la semaine dernière, donc je ne parle pas de la semaine ici en cours, pardon, la semaine, donc ça c'est la semaine en cours, d'ailleurs je vais peut-être mettre une barre comme ça, on se situe un peu mieux dans le temps. Ça c'est le début de la semaine, je vais mettre une barre en bleu. Donc ça c'est le début de la semaine, et ça c'était le rapport sur l'emploi de vendredi. Voilà, comme ça vous vous situez un peu. Donc entre les deux barres bleues, que je dise pas de bêtises, je vérifie, ouais j'ai sauté une semaine. Je vais rajouter encore une barre ici, voilà. Donc ça, c'était la semaine dernière entre les deux barres bleues, donc je peux enlever celle-ci. Donc vous voyez qu'on a eu deux données principales. On a eu la publication du CPI, donc l'indice des prix à la consommation, et on a eu la publication des retail sales. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'euro a fait littéralement un retournement en U, et plus tard d'ailleurs finira la semaine suivante, donc cette semaine-ci, par break à la hausse, le précédent plus haut qui avait été formé. Les données d'inflation, j'en ai déjà parlé, inflation plus forte que prévu aux États-Unis, ça pousse l'euro à la baisse, chouette. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est ceci. Quand vous regardez un graphique comme ça, et c'est très important d'avoir le graphique en ligne pour ça, vous voyez en fait que la publication des ventes au détail a presque annulé complètement les pertes qui avaient été subies sur l'euro à la suite de la publication de l'IPC. Alors si on regarde le détail de ces ventes au détail, c'est le cas de le dire. Donc les retail sales sont sortis à moins 0,8%. Alors j'ai pris quelques notes que je vous invite à aller lire, je ne vais pas tout relire ici. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire que, je ne sais pas si je l'avais noté, je ne l'ai pas noté, mais dites-vous simplement que le rythme de contraction des retail sales, je ne sais pas le dire, on va dire en français, le rythme de contraction des ventes au détail était l'un des plus grands depuis pratiquement un an. Donc je vais essayer de vous trouver la data. Voilà, ici on a les retail sales. Donc si je m'affiche le graphique, vous voyez, si je me mets comme ceci, donc ça c'est pour ce mois-ci, moins 0,8%. Vous voyez que la dernière fois où on a eu une baisse aussi forte, ou pratiquement aussi forte, c'était en avril 23. Donc ça fait pratiquement un an que les ventes au détail n'ont plus autant chuté. Alors c'était anticipable, parce qu'on avait eu plus tôt dans le mois la publication d'un rapport sur les ventes d'automobiles qui nous avait montré en fait une grosse chute des ventes d'automobiles. Et donc, donc, avec cette détérioration du secteur automobile, enfin du marché de l'automobile, on pouvait se douter que les ventes au détail allaient chuter, étant donné que l'automobile constitue 20% des ventes au détail. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais écrit ici, l'automobile a chuté de 1,7%. Et quand vous regardez d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien aller voir le détail des annonces, quand vous allez sur l'annonce des ventes au détail, vous cliquez sur Monthly Retail Sales et vous avez un graphique ici. Et donc vous voyez sur le graphique, en fait, il y a différentes composantes. Donc il y a le total, puis si on exclut l'automobile, il y a la composante de l'automobile et il y a le General Merchandise, donc c'est les biens généraux, enfin bref, la catégorie générale. Et donc vous voyez que le gros carré, enfin le rectangle gris, là, cette baisse de 1,7%, c'est l'automobile. Et c'est ça qui a véritablement pesé sur le total des ventes au détail. Et c'est pour ça qu'on a eu un chiffre très négatif. Mais donc,
Pour revenir à ces graphiques-là, c'est logique en soi parce que qu'est-ce que ça nous dit? La dernière donnée qu'on avait eue sur l'activité, c'était les PMI qui avaient imprimé de bons résultats d'ailleurs, et on avait aussi le PIB pour les gros agrégats. Et puis là, on voit que les ventes au détail marquent leur plus fort recul en presque un an. Et il faut savoir aussi que les investisseurs sont un peu dans le mood de dès qu'on va avoir une data qui est mauvaise pour les États-Unis, on va short le dollar. Parce qu'ils s'attendent tellement à cette politique accommodante. En fait, les investisseurs sont tellement pressés à ce que la Fed diminue ses taux. Ils essayent tous de prédire quand est-ce que la Banque centrale américaine va commencer sa politique accommodante, que dès qu'ils ont une data négative, dès qu'ils ont un peu de rouge dans l'économie US, souvent on va avoir une grosse impulsion haussière sur l'euro ou à l'inverse une impulsion baissière sur le dollar, un gros short. Et c'est ce qui s'est produit là. Donc malgré les données qu'on a eues sur l'emploi, malgré les données qu'on a eues sur l'inflation, dès qu'on a eu les retail sales, boum, le prix est parti à la hausse. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que juste après, on a eu le PPI, qui était cette impulsion-ci, donc c'était vendredi après-midi, on a eu la publication de l'indice des prix à la production qui est venu confirmer la publication de l'indice des prix à la consommation. Pour vous le montrer, vous voyez que le PPI aussi est sorti supérieur aux attentes, 0,3% d'un mois sur l'autre et 0,5% pour l'indice de base. Donc ça rejoint l'application du CPI qui était aussi dans le vert. Et malgré ça, le prix n'a chuté que d'un maigre, je sais pas moi, une vingtaine, trentaine de pips. Et n'a pas annulé d'ailleurs la hausse qui avait été initiée à la suite des ventes au détail. Mais donc ce qu'il faut bien comprendre ici, parce que ces lignes que vous voyez sur les graphiques, c'est des positionnements des investisseurs derrière, en réalité. Donc il faut bien comprendre que là où les gens s'étaient positionnés à la vente, ici, à la suite de la question du rapport sur l'emploi, et aussi ici, avec les ventes au détail, certains investisseurs se sont positionnés à l'achat ici. Ils ont acheté l'euro, très bien. Et puis avec... Zut, j'ai effacé mon carré. Et puis avec la publication du PPI, certains ont peut-être vendu, mais ceux qui étaient positionnés à l'achat, ce qu'il est bien important de comprendre, c'est que soit ils sont toujours dans leurs positions sont toujours ouvertes, ou formulé autrement, leur idée de long l'euro, donc de short le dollar parce que les ventes au détail ont ralenti, n'est toujours pas invalidée, ne s'est toujours pas effacée. D'autant plus que la publication du PPI avait, ou plutôt le résultat du PPI avait déjà été priced in par les marchés à la suite de la publication de l'IPC. Ou formulé en français, comment je pourrais formuler ça plus simplement? J'essaye de bien le dire. Donc, l'inflation, ou plutôt les résultats d'inflation qu'on a eus, tout le monde savait que du coup l'inflation avait été plus élevée que prévu en janvier. Et donc quand vendredi on a eu cette confirmation de oui, c'est vraiment oui, l'inflation est plus élevée que prévu, ça ne surprend personne et donc le prix ne chute plus autant que ce qu'il avait fait, c'était je crois mardi. Mais bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est la semaine qui suit. Donc c'est vraiment là maintenant on arrive vraiment sur le temps présent, donc là on est jeudi, donc c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la semaine a démarré et que l'euro a directement pété à la hausse les précédents niveaux de prix. Alors fondamentalement, il n'y a pas vraiment de raison directement liée à l'économie US ou européenne. On peut associer certaines raisons fondamentales. On a eu quand même des données en provenance de la Chine et du Canada qu'on pourrait éventuellement associer à un repositionnement au niveau du dollar, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça. On pourrait aussi associer ça au positionnement des investisseurs sur le marché options. Mais je ne suis pas non plus sûr que c'est ça. Dans tous les cas, le mieux, quand on ne sait pas, et ça c'est un petit conseil de base pour ceux qui aiment bien l'analyse fondamentale, quand on ne sait pas, il vaut mieux pas tirer de conclusions hâtives et juste se dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que pour être honnête avec vous, l'impulsion qu'on a eue ici, sachant qu'il n'y avait clairement pas de data, si je vous montre le calendrier, donc ce mardi, donc on était mardi 20, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'était les données pour la journée en Europe et aux États-Unis. Rien de fou. Alors oui, il y avait eu le LEI du Census Bureau, du Conference Board, pardon. Mais c'est pas ça qui a fait bouger les marchés. Il y avait la publication du current account de l'euro, c'est pas ça qui a fait bouger les marchés. Il y avait aussi la publication des données sur les salaires en zone euro, mais c'est pas ça qui a fait bouger les marchés. Donc voilà, parfois il faut admettre que il y a eu une grosse impulsion, le prix a break à la hausse, et je ne sais pas fondamentalement pourquoi. Mais c'est pas parce qu'on ne sait pas la raison qu'on ne peut pas tirer de conclusion quand même. Alors ça contredit un peu ce que je viens de dire, j'ai dit de pas tirer de conclusion active. Mais ce que je veux dire par là, c'est n'essayez pas de déduire les raisons pour lesquelles un mouvement a pu se produire. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Par contre, vous pouvez interpréter par la suite ce qui s'est passé. Et donc, du coup, là, on va en parler. Avec cette impulsion, peu importe la raison
de cette impulsion, on a clairement effacé les pertes qui avaient été subies avec la publication de l'indice des prix à la consommation, donc la publication sur l'inflation. Et on a continué le mouvement qui avait été initié ici, à la hausse, avec la publication des ventes au détail. Donc comment interpréter ça? C'est là où les investisseurs étaient dans le mood de « Ok, l'économie US est solide, on va repousser les taux d'intérêt à plus tard dans l'année, enfin les baisses de taux d'intérêt à plus tard dans l'année, etc. » On commence peut-être, et c'est là où je dis un peut-être parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, mais peut-être que les investisseurs sont en train de se repositionner en anticipation d'un ralentissement économique des États-Unis assez substantiel. Parce que malgré la publication de l'emploi, malgré la publication de l'inflation, les investisseurs sont quand même enclins à acheter l'euro, sans vraiment de raison fondamentale solide derrière, et on va d'ailleurs parler après des indices PMI ici. Mais donc ça veut dire qu'on a une sorte de repositionnement de « Ok, ce qui est sorti sur l'inflation, c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est que ce ralentissement de l'activité, on va l'observer dans les mois à venir. Et d'ailleurs, on l'a observé ici avec la publication, je vais aller à aujourd'hui, avec la publication ici des PMI, on a observé un ralentissement un peu plus important que prévu, sachant qu'on attendait un chiffre quasi identique au mois précédent. On a eu un ralentissement du secteur des services aux États-Unis. Mais j'en parlerai juste après parce que c'est pas le sujet pour l'instant. Et donc voilà, en fait, pourquoi au tout début de la vidéo je vous ai demandé d'afficher ces graphiques en ligne? C'est vraiment pour essayer d'associer l'action des prix en temps réel aux annonces économiques. Et quand vous regardez les graphiques comme ça, instinctivement vous pouvez comprendre que ici les marchés mettent plus dans la balance les données d'activité que les données d'inflation. Même si, peu importe que les marchés aient tort ou pas, on s'en fout, quelque part les marchés ont toujours raison. Mais en tout cas, pour l'instant, les investisseurs prêtent plus attention aux données d'activité qu'aux données d'inflation. Car même si l'inflation est toujours élevée, tourne toujours au-dessus de 3%, et même s'il y a un risque que l'indice des prix PCE la semaine prochaine sorte plus élevé que prévu, les investisseurs, pour l'instant, achètent l'euro. Ok ? La raison initiale, c'était les ventes au détail. Mais la raison par la suite, et c'est là où vous pouvez après, là je suis quand même en graphique en ligne, mais vous pouvez après avoir un graphique, vous pouvez remettre le graphique en chandelier, mais il y avait une grande zone de déséquilibre qui s'était formée à la suite de la publication du rapport sur l'emploi. Et cette zone de déséquilibre, quelque part, devait être comblée avant d'envisager une poursuite du prix à la baisse. On avait eu un léger rebond du prix à la baisse qui avait continué ce mouvement, tout simplement, et qui avait break plus bas avec la publication de l'inflation, mais il y avait toujours cette grande zone de déséquilibre qui n'avait pas été remplie. Peut-être que les investisseurs ont profité de cette publication assez faible et puis plus tard du coup de la publication du PMI de la zone euro pour aller justement chercher toutes ces liquidités qui étaient encore présentes ou plutôt pour aller combler cette zone de déséquilibre et ensuite repartir à la baisse. C'était peut-être un mouvement nécessaire d'un point de vue technique et c'est là où c'est hyper intéressant d'analyser le fondamental et la technique en même temps, c'est que parfois tu vois que les investisseurs utilisent des données fondamentales pour aller chercher certains niveaux de prix. Et que parfois c'est pas toujours très rationnel, mais ils en profitent entre guillemets, et ils se disent tu sais quoi, là on a eu un rapport un peu moins bon que prévu, là où on a eu un rapport un peu meilleur que prévu, on va en profiter pour push un peu le prix à la hausse ou le faire un peu baisser, aller justement chercher les niveaux qu'on voulait et puis aller dans le sens inverse. C'est ce qu'on a eu littéralement ici, si je me mets en bougie 2 secondes, cette spike ici, on a juste eu une data un tout petit peu meilleure que prévu en zone euro, qui a fait spike le prix à la hausse, mais comme l'environnement global, et je vais y venir, reste fort pour les États-Unis, et on va parler des rendements juste après, le prix n'est pas venu break à la hausse en fait. Okay, donc si je me remets en ligne, l'impulsion ici qu'on a eue, et cette impulsion-ci, donc cette donnée-là, c'était le rapport PMI de la zone euro, et je vais vous le montrer tout de suite. Donc le rapport PMI de la zone euro, qu'est-ce qu'on a eu comme data? Regardez celui-ci. En fait, en réalité, c'est les chiffres de la France qui ont fait spike le prix à la hausse. Mais par la suite, on voit que globalement, en fait, le secteur des services renoue avec l'expansion, le territoire d'expansion, et que malheureusement le secteur manufacturier reste en territoire de contraction et je crois d'ailleurs, je vais juste vérifier un truc, les pressions sur les prix ont augmenté, mais bref, on a quand même des raisons mais c'est vraiment à partir de 9h15. Si je devais montrer, et c'est important, je vais me mettre sur 15 minutes, vous voyez ici que le prix a spike à 9h15, pas à 10h. Donc ça, c'est à 10h. Ici, c'est 10h, l'application du PMI de la zone euro. Mais c'est à 9h15 que le prix a spike. Donc les investisseurs ont quelque part utilisé, ils ont profité de la publication du PMI de la France pour aller faire spike l'euro à la hausse, aller chercher les liquidités qui étaient présentes dans une zone d'offre, et ensuite pouvoir dump le prix avec la publication du PMI des États-Unis,
qui, même si il a augmenté moins que prévu, enfin, même si, pardon, il a ralenti dans le secteur des services, il reste en territoire d'expansion, et quand on compare la zone euro aux États-Unis, les États-Unis se portent beaucoup mieux que l'Europe. Bref, mais donc je vais me remettre en ligne. Je vais éviter d'effacer mes carrés. Bam, bam. Et je vais essayer d'approcher tout doucement de la fin de la vidéo. Mais donc, comprenez bien que l'environnement global, comment il s'est réajusté, c'est que avec les données d'inflation, elles ont été complètement déregardées. On s'est détourné de ces données-là parce que le prix est venu effacer complètement les pertes qui avaient été subies sur l'euro. Mais on ne peut pas nier le rapport sur l'emploi hyper solide qu'on a eu. Et tant que le prix ne casse pas au-dessus de ce niveau-là, d'un point de vue fondamental, j'insiste bien, d'un point de vue fondamental, l'économie US est toujours considérée comme prédominante et à moins d'observer une détérioration significative des données, que ce soit d'activité, d'inflation ou de l'emploi, on n'aura pas de break au-dessus de ce niveau-là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le prix est venu chercher le plus haut possible qu'il pouvait tout en restant cohérent par rapport à l'économie réelle. Parce qu'il n'y a aucune cohérence à acheter de l'euro, mais massivement en ce moment. Ce serait totalement irrationnel, d'autant plus vu les publications qui doivent encore arriver. Si maintenant on observe des nouvelles choses dans les données, oui, mais pour l'instant c'est pas rationnel. J'aimerais terminer la vidéo en parlant des rendements. Pourquoi ? Parce que dernièrement on observe une décorrélation entre les rendements et le dollar. Donc si je vous montre le dollar, on va prendre la même échelle, vous voyez que le dollar est corrélé à l'euro, il bouge quasi en miroir, donc quand le dollar monte, l'euro baisse, quand l'euro quand l'euro monte, le dollar baisse, etc. Si maintenant on regarde les rendements, généralement, je vais le mettre avec une nouvelle échelle de prix. Généralement, les rendements sont corrélés au dollar. Ça veut dire que ça va être difficile d'ajuster les deux. Comment je peux faire pour les aligner ? Attendez, il faut que j'arrive à... Comment je peux faire ça ? On va faire autrement. Je vais aller sur un autre graphique. On va aller sur le graphique du dollar. Et je vais vous montrer les rendements. Donc le dollar, vous savez tout ce que c'est. Les rendements, c'est les rendements, quand je parle toujours des rendements, en fait, c'est les rendements des bons du trésor. Donc ça veut dire que les obligations d'État, qui sont un actif financier, bougent dans une certaine direction et les rendements bougent dans le sens inverse de cet actif-là. Alors je ne vais pas expliquer en détail pourquoi, ce serait peut-être un peu compliqué dans cette vidéo et j'ai pas envie de la garder trop longue, mais disons simplement que quand le prix des obligations augmente, les rendements obligataires diminuent. Donc c'est ça que j'appelle les rendements. Et alors les rendements sont pour plusieurs obligations à plusieurs échéances. Donc on a les obligations à 10 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc., 20 ans, 30 ans. Généralement, on va regarder les obligations à 2 ans et les obligations à 10 ans. Les rendements à 2 ans, c'est ceux qui réagissent le plus aux décisions de politique monétaire. Les rendements à 10 ans, un peu moins, mais ils y réagissent quand même et ils sont plus lisses. Alors généralement, je regarde les rendements à 10 ans. Donc si maintenant je mets les rendements sur un graphique, s'ils veulent bien charger... Voilà, vous voyez que en temps normal, les rendements et le dollar bougent en tandem. Donc, à part quelques exceptions, comme on a eu ici en novembre, vous voyez que les deux se sont décorrélés, l'un montait, l'autre descendait. Généralement, les deux bougent en tandem. Ici aussi, on a eu une légère décorrélation. Mais dans l'ensemble, par exemple ici, on voit que ça monte, ça range. Ensuite, là, il y a une grosse baisse en février. Qui ne s'est pas observé du coup sur le dollar et ça arrive, mais par contre après quand on a une hausse, le prix est remonté, baisse, hausse. Donc vous voyez que dans l'ensemble les rendements et le dollar sont corrélés, mais que dernièrement on a eu une décorrélation, donc là où les rendements partent à la hausse, le dollar part à la baisse. Ceci est important dans le sens où quand vous regardez l'environnement macroéconomique globale, la conjoncture économique aux États-Unis, elle est assez bonne. Les États-Unis s'en sortent bien, là où la zone euro est au bord de la récession. L'inflation en zone euro ralentit, c'est ça le pire en fait. La trajectoire de l'inflation est bonne pour la zone euro et donc la politique restrictive est peut-être pas aussi nécessaire que ça en zone euro. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue purement macroéconomique, il n'y a pas vraiment de raison de short du dollar en ce moment. Et je parle vraiment dans l'environnement global, pas à court terme. Pas à moyen terme, mais vraiment ce serait faux de dire à long terme, parce que du coup, dans quelques mois, on pourrait observer des raisons de vendre le dollar, mais ce que je veux dire, c'est dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment de... en fait, ça se voit tout simplement depuis la publication des ventes au détail. Vous vous souvenez de tout ce que je vous ai montré. Depuis la publication des ventes au détail sur l'euro monte, ou formulé autrement, depuis la publication des ventes au détail, vous voyez que le dollar chute. Okay, il est passé de là à là. Et pourtant, malgré cette publication des ventes au détail, donc qui a suivi la publication de l'IPC, j'espère que vous avez encore en tête tout ce qu'on a vu tantôt, les rendements continuent de monter et ils sont même à leur plus haut niveau aux alentours de 4,3%. Donc
Donc on voit que les rendements sont encore à des niveaux hyper élevés et ces rendements-là ne justifient pas du tout d'un dollar aussi bas. Alors encore une fois, les marchés n'ont jamais tort, ils savent ce qu'ils font et quelque part... Enfin je veux dire, les marchés n'ont jamais tort, retenez bien ça. C'est pas parce qu'il y a des choses qui sont pas très logiques d'un point de vue théorique que c'est faux pour autant. Il y a des raisons bien évidemment, tout arrive pour une raison sur les marchés, mais donc d'un point de vue théorie économique, c'est pas très logique. Mais c'est important de tenir compte de cette décorrélation qu'il y a entre les deux, parce que ça nous permet, et donc retenez juste bien ça, ok, décorrélation entre les deux, les rendements montent, le dollar descend. Maintenant je vais revenir sur l'euro. Quand on regarde l'euro et qu'on se dit mais attends, qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'euro s'envole, alors que les données sur l'emploi et l'inflation étaient fortes. On a eu un rapport sur les ventes au détail, mais peut-être que ces données-là étaient un peu euh, exagérées, je ne sais pas comment le dire autrement, mais peut-être qu'il y avait un peu des erreurs statistiques à ce niveau-là, étant donné qu'en début d'année, la plupart des enquêtes, des rapports font leur révision annuelle dans leur méthode de calcul, et souvent on voit des erreurs qui sont... voilà, leurs méthodes de calcul ne sont pas parfaites, donc ça pourrait être un chiffre erroné qui sera significativement revu, sachant qu'il y a énormément de révisions dans les ventes au détail, c'est aussi important de le dire, parce que l'enquête a été publiée le 22, c'est l'enquête préliminaire, c'est d'ailleurs écrit je crois. Si je prends du coup... Si je prends les ventes au détail qui ont été publiées jeudi 15, je vais juste retourner sur le site. Ah ben je l'avais en fait. Il est mis de Advanced Monthly, donc c'est la publication avancée, c'est pas encore la publication finale, et il est même noté, c'est ici en fait, c'est l'application avancée. Et c'est seulement maintenant, donc quand cette publication est sortie, qu'on a révisé les données de décembre. Mais donc peut-être qu'au mois prochain, on aura une révision significative et que les ventes au détail n'auront pas autant chuté. C'est une mini parenthèse, mais tout ça pour dire quoi? C'est que, honnêtement, et on va arriver à la conclusion de la vidéo, c'est pourquoi l'euro a augmenté autant ces derniers temps. Et je pense sincèrement que c'est dû à un réajustement des positions de la plupart des investisseurs, et aussi parce que on arrive à un point clé dans le cycle économique où les banques centrales ont clairement déclaré qu'elles n'augmenteraient plus les taux d'intérêt, mais n'ont pas encore dit explicitement qu'elles allaient les baisser. Et donc tout le monde essaye un peu de deviner quand est-ce que la Fed, du coup, puisqu'on parle de l'euro-dollar, la Fed va essayer de baisser ses taux. Et la réalité, en fait, premièrement, c'est qu'on ne sait pas, mais c'est surtout que les investisseurs ont tendance à être trop pressés. Ça s'observe aussi sur le marché actions, mais à être trop pressés, à anticiper trop tôt les décisions de politique monétaire, à sous-estimer la réaction de l'économie. Et ce qu'on voit ici, et c'est pour ça que je voulais terminer en vous montrant les rendements, c'est que même si l'euro monte, même si l'euro invalide les pertes qu'il a subies à la suite de l'application de l'IPC, grâce notamment aux ventes au détail et puis à cette impulsion ici qu'on a eue en début de semaine, et puis aussi à cette spike qu'on a eue avec la publication du PMI de la zone euro. Donc même si l'euro efface toutes ses pertes, et remonte proche des plus hauts qu'on avait juste avant l'application du rapport sur l'emploi, quand on regarde les rendements, ils sont toujours élevés. Les rendements s'apprécient, les rendements américains je parle, et ils sont toujours proches de leur plus haut, à 4,3%, dans la fourchette 4,25, 4,50%. Donc, quand on a cet environnement-là, ça joue en faveur d'un dollar fort. Et honnêtement, je ne serais pas surpris d'observer un gros retracement de l'euro par rapport à cette dernière impulsion qu'on a eue. Je vais nettoyer un peu ça. Par rapport à cette dernière impulsion haussière qu'on a eue, parce que même si, oui, les investisseurs... dites-vous ici que les paris pour une baisse des taux en juin étaient au-dessus de 70%. Et là, on voit qu'ils sont en train de diminuer, on part sur du 65%. Et que du coup, on repousse encore à plus tard. Oui, justement, en fait. Ce qui n'est pas très logique ici, c'est que on repousse encore à plus tard dans l'année les paris pour des baisses de taux. Et donc, même chose, c'est en faveur d'un dollar plus fort. Donc, et c'est un peu la conclusion de cette vidéo qui est un peu moins, on va dire, technique et plus psychologique. Mais dites-vous juste que quand vous essayez d'accorder l'analyse fondamentale et l'analyse technique, c'est important de comprendre que, certes, les raisons le fondamental est à l'origine des mouvements des marchés, mais la technique rattrapera toujours le fondamental. J'insiste là-dessus, et c'est d'ailleurs des mots forts, sachant que je trade essentiellement le fondamental, mais la technique rattrapera toujours le fondamental. Les marchés trouveront toujours des manières de s'assainir, et si maintenant le prix cherche quelque part à retracer un quelconque niveau de structure, ou, comme je l'avais dit ici, en fait, depuis le rapport sur l'emploi, on avait une énorme zone de déséquilibre.
qui avait été créé. Le prix a chuté tellement vite que on a laissé ce grand gap, en fait, dans l'action des prix. Et il fallait une raison au marché que pour revenir dans cette zone-là. Maintenant, est-ce que c'est justifié d'un point de vue fondamental? Non. Donc, est-ce que l'euro méritait, entre guillemets, de monter de plus de 150 pips juste parce qu'on a eu un rapport des retail sales qui était moins bon que prévu? Non. Mais est-ce que c'était nécessaire d'un point de vue technique? Oui. Par contre, est-ce que maintenant la structure va s'assainir et retrouver de la logique en fait? Est-ce qu'en gros les rendements et le dollar vont se recorréler et l'euro va commencer à bouger dans un sens logique? Parce que vous vous souvenez, les rendements montent, le dollar baisse. À partir du moment où les rendements et le dollar se recorrèlent, sachant que c'est pas les rendements qui vont chuter, pour l'instant il n'y a aucune raison, mais c'est le dollar qui va remonter et se recoller au rendement. Okay, donc imaginez que ça c'est la courbe des rendements, ça c'est la courbe du dollar. Le dollar va finir par revenir se coller aux rendements qui sont à des niveaux élevés et on va combler ce gap ici qu'il y avait sur les rendements et le dollar. À ce moment-là, ça va faire chuter l'euro. Et là, on aura du coup quelque chose de plus logique d'un point de vue comportemental. Donc le comportement des marchés sera plus logique par rapport à l'environnement fondamental. Mais la conclusion, elle est là. Et non, je vais rester encore un peu sur les graphiques. C'est que même si parfois d'un point de vue fondamental, ce qui se passe sur les marchés n'est pas très logique, retenez simplement que le marché va trouver des raisons pour faire son chemin. Tout ce qui se passe sur les graphiques a une raison d'être, les marchés n'ont jamais tort. Et si le prix, entre guillemets, décide qu'il a besoin de revenir dans telle zone pour X ou Y raison, encore une fois, c'est pas si important de savoir pourquoi. Ça aide à mieux comprendre les marchés, mais c'est pas si important. Il le fera. Par contre, les marchés finissent toujours par se rééquilibrer. Et la décorrélation que vous observez sur le dollar et les rendements va finir par s'estomper. Et quand elle va s'estomper, le dollar va rattraper les rendements, donc va repartir à la hausse. Et ça va faire chuter l'euro. C'était juste nécessaire, peut-être d'un point de vue des positionnements des institutions, de revenir chercher des niveaux de prix plus élevés avant de vouloir short l'euro. Mais en tout cas, c'est encore peut-être trop tôt que pour aller chercher des shorts sur le dollar, que pour vendre le dollar, dans le sens où d'un point de vue macro, la conjoncture actuelle des États-Unis ne justifie pas des positionnements short aussi agressifs sur le dollar. Donc, l'impulsion qu'on a eue dernièrement, pourquoi pas? C'est peut-être d'ailleurs les prémices de ce qu'on va voir plus tard dans l'année, à partir du mois de mars, potentiellement, ou alors au début du deuxième trimestre. Mais pour l'instant, il est peut-être trop tôt que pour sauter sur une tendance baissière du dollar. J'envisage encore une certaine force dans le dollar et donc une certaine faiblesse de l'euro à moyen terme. Pourquoi? Notamment parce que la semaine prochaine, on a la publication de l'indice des prix PCE. Et ça ne m'étonnerait pas, même si on pourrait observer un recul des dépenses, des dépenses de consommation, on pourrait observer une hausse plus importante que prévu de l'indice des prix PCE. Donc on pourrait observer un indice des prix à 0,3 ou 0,4%. Si cet indice-là augmente, ce qui est l'indice préféré de la Fed, je le rappelle, ça va clairement envoyer un signal à la Fed que, ok, l'inflation est toujours chaude dans l'économie, peut-être qu'il est trop tôt pour baisser les taux. La Fed va aller dans ce sens-là et ça va repousser encore, enfin non, justement, attendez que je ne dise pas de bêtises, bref, ça va renforcer les anticipations d'une baisse des taux pour le mois de juin, voire même peut-être après, qui sait, pour au-delà de juin. Mais ce qui est clair, c'est qu'à court terme, l'euro, je vois mal, entre guillemets, comment l'euro pourrait s'orienter vers le niveau indice, avec les données qu'on a actuellement et si les données à venir sortent comme prévu. Par contre, avec l'arrivée du mois de mars, au début du mois de mars, on aura un rapport sur l'emploi et on aura un rapport sur l'inflation. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur, je ne sais plus exactement comment je l'ai appelé, mais c'est quelque chose comme comprendre le calendrier économique ou lire le calendrier économique, où j'explique en fait dans quel ordre les annonces sortent. Désolé, il y a un truc sur mon ordi qui sonne. Voilà. Je disais, par contre, avec la publication de rapport sur l'emploi et le rapport sur l'inflation, si on observe un ralentissement du marché du travail, si on observe un ralentissement dans les données de l'inflation au mois de février, du coup, ça pourrait permettre au dollar, ou plutôt à l'euro, du coup, d'initier un rebond dans la structure, après, du coup, avoir eu des pertes à la suite de l'indice des prix PCE, d'initier son rebond, et tout ce qui s'était mis en place, donc avec le rapport sur l'emploi, le rapport sur l'inflation et le rapport des ventes au détail suivi par le rapport PMI, donc cette cassure de structure en fait a vraiment posé les fondations pour un rebond haussier de l'euro. Et une question qui est importante de se poser, je crois que je terminerai la vidéo avec ça,
quand vous analysez fondamentalement les marchés, c'est qu'est-ce qui pourrait permettre au prix d'atteindre tel ou tel niveau. Donc ici, je viens de le faire inconsciemment. Qu'est-ce qui pourrait permettre à l'euro de chuter? La recorrélation des rendements et du dollar, un rapport de PCE plus fort que prévu, et puis aussi un peu le côté illogique d'avoir une hausse de pratiquement 200 pips sur juste deux petits rapports qui en réalité ne changent rien à l'environnement macro global qui est pour des États-Unis forts. Donc ça pourrait être une raison. Et après, à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait justifier un rebond haussier de l'euro et le début d'une tendance haussière sur l'euro d'un point de vue sur le long terme? Ce serait du coup un ralentissement du marché du travail, un ralentissement de l'inflation selon le CPI cette fois-ci au mois de février, et par la suite même un ralentissement des données d'activité officielles qui sont publiées par ISM. Ça pourrait permettre à l'euro de rebondir. Mais donc tout ce qu'on voit ici, c'est quelque part la mise en place d'un rebond plus large dans un environnement macroéconomique plus large. Et voilà, ne vous perdez pas là-dedans. C'est pas toujours évident. Honnêtement, je me suis fait pas mal avoir parce que cette semaine, j'essayais de short l'euro. Pourquoi? Parce que toutes les données allaient dans ce sens-là. Sauf que je me suis mangé des SL. Forcément, si tu essayes de short dans une impulsion haussière, tu te manges des SL. Donc l'analyse fondamentale est bien, ça fonctionne plutôt bien, si ça te donne tes décisions de trading, mais parfois dans cet environnement-là, par exemple un environnement où on a du coup deux actifs qui sont normalement corrélés, qui bougent dans des sens différents, donc cette décorrélation dollar-rendement, ce qui, pour vous donner un exemple, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en novembre. Donc là on est en février, donc ça arrive quand même pas toutes les semaines de voir un environnement pareil au niveau fondamental, et c'est parfois un peu compliqué. Et vous voyez moi-même, quand j'en parle dans la vidéo, j'ai encore du mal à comprendre certains éléments, certaines raisons pour lesquelles le prix peut bouger. Mais encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo et je réinsiste là-dessus, quand vous ne savez pas, il vaut mieux dire que vous ne savez pas. Ça peut arriver de dire simplement, là le prix a bougé dans tel sens et je ne sais pas. Ici, comme je vous l'ai dit, on a un peu des raisons, même si c'est pas des rapports et c'est pas aussi simple que ok, c'est blanc ou noir, c'est vert ou rouge. Tiens, telle donnée est sortie plus fort, donc le prix fait ci ou ça. Ici, il n'y a pas vraiment ça qui est sorti, mais donc il faut vraiment se mettre dans la tête des investisseurs qui se positionnent en anticipation de différents scénarios possibles. J'ai évoqué seulement le marché option tantôt, mais on voit aussi que dans la tête des investisseurs, leurs anticipations pour l'avenir de l'économie américaine est différente, que ce soit les investisseurs marché option ou marché obligataire. Là où le marché option se positionne plus en faveur d'un hard landing, et donc d'un ralentissement conséquent de l'économie américaine, et donc d'un dollar faible dans les semaines et les mois à venir, le marché obligataire semble croire en l'économie américaine pour un soft landing, et du coup n'anticipe pas de baisse de taux rapide de la part de la Fed. Et du coup, il y a un peu ce conflit sur les marchés-là, et peut-être que ce repositionnement aussi joue en faveur d'un euro fort en ce moment, mais encore une fois, on peut s'amuser pendant des heures à chercher la raison pour laquelle le prix bouge. La réalité, c'est que le prix bouge et que au moment où toi, tu es en train de chercher pourquoi le prix a bougé, le prix est déjà en train de bouger dans une autre direction pour de futures raisons. Et peut-être terminer par cette phrase pour être une bonne chose, c'est souvent on dit qu'il faut trader la nouvelle, se positionner sur une rumeur, ok, je vais dire c'est comme ça, qu'il faut se positionner sur une rumeur, mais par contre fermer sa position une fois que l'annonce est sortie. Et c'est souvent ce qui se passe sur les marchés. Le positionnement actuel, c'est en anticipation de quelque chose. Et si maintenant on observe du coup de la vente massive sur l'euro, une baisse de l'euro, ce sera probablement en anticipation d'un rapport sur l'inflation PCE plus élevé, probablement en anticipation, je sais pas moi, d'une révision à la hausse des données PIB, ou peut-être simplement en anticipation d'une position plus restrictive de la part de la Fed. Et c'est vraiment ça que tu dois garder à l'esprit. Ne trade pas la nouvelle en elle-même, mais place-toi en anticipation de ce que la publication pourra être. C'est ce qu'on observe à chaque fois. Bref, parce que même, je terminerai juste avec ça, même quand tu observes tout ce mouvement-là baissier sur l'euro, est-ce qu'il est justifié? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que, selon moi, la BCE sera probablement la dernière à baisser ses taux, si tu la compares à la Fed. Donc, la Fed va probablement baisser ses taux d'intérêt avant la BCE. Donc, théoriquement, c'est en faveur de l'euro. Mais ça, les investisseurs s'en foutent parce que, pour l'instant, ils se positionnent en anticipation d'une baisse plus tard dans l'année de la part de la Fed, aux alentours de juin, là où on anticipait une baisse pour avril pour la BCE, maintenant c'est juin aussi, et donc on s'en fout en soi de la réalité, c'est ça un peu, parfois c'est dur avec les marchés, ils sont un peu déconnectés de la réalité parce que les gens tradent tout le temps en anticipation de quelque chose plutôt que de trader en fonction de ce qui se passe réellement dans l'économie. Même les données qu'on a,
c'est des données retardées parce que les dernières données en date sur l'inflation et l'emploi, c'est les données du mois de janvier et on est le 22 février. Donc en quelque part, en fait, l'image que reflètent les marchés, c'est toujours décalé par rapport à la réalité du monde. Et peut-être que là, actuellement, l'économie est peut-être en récession, t'en sais rien, mais les marchés, en tout cas, n'ont pas encore priced in ça parce que du coup, ils en ont aucune foutue idée. Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour que je refasse des vidéos un peu comme ça. Exceptionnellement, elle était un peu plus longue que d'habitude. J'essaye généralement de garder mes vidéos de 10-15 minutes, mais ici, il y avait énormément de choses à dire. J'ai essayé de vous transmettre le plus d'infos possible par rapport à ce que j'ai en tête en ce moment. Comme je prépare pas mes vidéos, parfois j'oublie des choses et c'est dommage parce que j'aurais aimé vous les partager, mais dans ce cas, je les partage dans une autre vidéo tout simplement. Mais bref, du coup, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à liker, éventuellement à partager, à m'envoyer tes retours, que ce soit sur Instagram, sur Discord, etc. Je réponds du mieux que je peux un peu partout. Et sur ce, je te dis à demain dans la prochaine vidéo.